Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition série où nous allons parler de la série The Acolyte. Et oui, après tant d'années, la voici la série. Elle est finalement disponible sur Disney+, du moins les 2 premiers épisodes. Je suis Jeff et ce soir, je suis accompagné de Sébastien. Salut, ça va? Pas pire pantoute, et toi? Oui, ça va, ça va. Alors, ce soir, comme je disais, on va parler des épisodes des Acolytes. On a eu la chance, nous, de voir les 4 premiers épisodes de la série. Donc, on va en parler de façon générale, sans spoilers, des 4 premiers épisodes. On va donner nos impressions générales. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vraiment en détail. Et là, on va aller du côté spoilers pour les 2 premiers épisodes. Donc, épisodes 1 et 2, qui seront disponibles le 4 juin, 21h, heure Québec. Donc, je crois, c'est 3h du matin, heure France, le 5 juin. C'est ça. Donc, les 2 premiers épisodes sont disponibles. Et ensuite, c'est un épisode par semaine. Et il y a 8 épisodes au total pour la première saison des Acolytes. Alors, si on y va, Seb, je vais commencer avec toi. Tes impressions générales des 4 premiers épisodes. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette série. Ça nous lance dans une nouvelle partie de l'univers Star Wars à un moment dans l'histoire où il y a encore plusieurs possibilités de développement. Puis, ça m'a vraiment c'est venu me chercher. C'est définitif. Ça a vraiment accroché beaucoup de points que j'attends d'une série Star Wars. Et donc, ça m'a touché. Et les 4 premiers épisodes m'ont vraiment épaté là, en tant que tel. Du premier jusqu'au 4e, et j'ai vraiment hâte à la 2e partie de cette série-là. Et encore une fois, déjà là, je dois faire mon fan basher, et je dois dire, je suis vraiment déçu qu'ils aient juste pris 8 épisodes. Mais bon, c'est... Surtout que sur les 4, il y en a 2 qui sont environ 30 minutes, des 4 qu'on a vus. Donc, c'est pas des épisodes de 1 heure chacun. Je pense que le plus long, il est 47 minutes, incluant les crédits. Donc, Mais c'est quand même une bonne longévité au niveau des épisodes, j'ai trouvé, au niveau de l'histoire qui est dite dans chaque épisode, là, qui est racontée dans chaque épisode. Donc, à ce niveau-là, je suis vraiment quand même satisfait. Pour revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière, là, après avoir vu les 4 premiers épisodes, après le premier, quand même un peu de questionnement. Après le 2e épisode, bien envoûté par l'histoire, puis je voulais en savoir plus. Le 3e épisode m'a apporté beaucoup de compréhension. Et le 4e épisode, définitivement de l'excitation, puis c'est ça. Je veux pas aller plus en détail. Non, mais t'as raison. Le 4e finit avec en termes, cliffhanger qui, comme tu disais, ça donne hâte de voir la suite. Oui, ben écoute, je suis un peu du même avis que toi, sauf que moi, j'avoue que lorsque j'ai vu les 2 premiers épisodes, j'étais un peu comme OK.
T'étais pas épaté. C'est ça que tu nous disais dans notre chat d'équipe. Puis, ouais, honnêtement, j'ai trouvé... Le premier épisode, surtout, j'étais comme, ouais, c'est ordinaire. Mais j'ai dit, OK, faut, tu sais, je vais regarder. Il y a des affaires super intéressantes pour on va en parler plus dans le côté spoilers, mais je vais au moins mentionner que Amandla Stenberg et Lee Young-Ye, je ne sais pas si je l'ai prononcé comme il faut, qui joue Saul, écoute, les deux personnages principaux sont vraiment super cool, sont très bien développés. J'adore Saul, je trouve que c'est... j'adore ce personnage-là, il me fait penser, c'est comme un mélange de Qui-Gon puis Obi-Wan, j'ai trouvé un peu... effectivement, c'est un bon... Ouais, tu sais, il est comme... il pense un peu comme Qui-Gon, un peu en dehors de la doctrine Jedi, là, un peu. Mm-hmm. Puis il y a aussi la sagesse d'Obi-Wan, donc j'ai bien aimé les deux côtés. Mais c'est ça. Le troisième épisode, comme tu dis, ça donne un peu plus d'histoire sur... Parce que là, tout le monde, je veux dire, vous avez pas mal sûrement vu les previews. C'est comme un mystère, un meurtre et mystère un peu. Quoique ça ne dure pas toute la saison, le meurtre et mystère. Il y a quand même une résolution là, dans les 4 premiers épisodes. Mais donc, ça développe plus ce côté-là. Et le 4e épisode, j'ai trouvé, c'est là, c'est comme le côté aventure Star Wars, là, c'est là, ça sort. J'ai trouvé ça très bien de la façon... je ne vais pas expliquer ce qui se passe, là, on va le garder. Mais puis là, à la fin, ça finit. Là, les 5 dernières minutes, c'est comme paf! Puis là, t'es comme oh! Donc, j'ai hâte de voir la suite. Mais non, c'est comme je disais, les 2 premiers épisodes m'ont trouvé correct, mais les 4 premiers pris ensemble, je trouve que c'est très bien, c'est différent, c'est ça qui, je pense, qui fait du bien, c'est ça qu'on avait besoin, du Star Wars qui ne se déroule pas pendant la période de Luke Skywalker et tout. Donc, ça fait du bien. Ça se déroule pendant la Haute République, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est 100 ans avant l'épisode 1. Donc, pendant qu'on rentre dans les spoilers, il y a un texte qui apparaît au début du premier épisode. Puis ça met comme la situation à quelle époque qu'on est. Donc, ça dit 100 ans avant la montée de l'Empire. C'est un temps de paix. L'Ordre Jedi et la République ont prospéré pendant je dirais pendant des années, pendant des dizaines et des centaines d'années sans guerre. Ce qui est... c'est peut-être moi, mais c'est comme si ça compte pas ce qui est arrivé dans la série Haute République, je sais pas. Ouais. J'étais comme, OK, fait que ça, ce qui se passe en ce moment dans la Haute République, c'est pas considéré comme une guerre, je sais pas. Mais bon. Et là, ça dit, dans les coins sombres de la galaxie, il y a un nouveau... il y en a quelques-uns qui apprennent à utiliser la force en secret. Et un d'eux est un assassin qui veut se venger. Donc, on peut résumer ça comme ça. Et c'est comme ça. Ça, c'est le texte qui apparaît au début de l'épisode et ensuite, ça commence. Donc, non, j'aime beaucoup, comme je disais, que ça se déroule dans une autre époque. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir la suite. Là. Ça m'a donné vraiment le goût de voir la suite. Et selon la créatrice Leslie Headland, elle espère avoir... elle a dit qu'elle avait déjà en tête plusieurs saisons. Donc, c'est de savoir si ça va être approuvé et en espérant que les codes d'écoute vont être bonnes. Parce que oui, absolument. Des fois, là, c'est comme ouf. Ben, j'aimerais en profiter pour m'adresser à tous les fans qui disent déjà qu'ils ne vont pas regarder la série parce que c'est une perte de temps puis tout le kit. Là. Sortez-vous le coude de l'œil puis prenez le temps de regarder la série parce que vous allez définitivement manquer quelque chose si vous décidez de ne pas regarder cette série-là. Oui, effectivement. Alors, c'est ça pour les 4 premiers épisodes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller vraiment en détail pour les 2 premiers épisodes qui sont parus. Donc, je tiens à aviser que nous allons dans la section spoilers.
Alors, vu que justement, nous, ça va paraître avant la sortie des épisodes, on tient à dire qu'on s'en va dans les spoilers. Donc, si vous nous regardez lorsque notre vidéo paraît, les 2 premiers épisodes ne seront pas encore disponibles. Donc, on va y aller avec... je vais y aller avec ça, je vais te laisser commencer avec ta critique plus en détail des 2 premiers épisodes, qui n'ont pas de titre d'ailleurs. Hein? Je n'ai pas remarqué de titre pour ces épisodes-là. Non, il n'y a pas de titre pour les épisodes. En fait, le titre, c'est vraiment le titre de la série, The Acolyte, l'acolyte. Et puis, écoute, pour les 2 premiers épisodes de la série, c'est vraiment une ouverture sur l'histoire des personnages et on sent que c'est une histoire qui est vraiment contenue. Donc, ça va être l'histoire de certains personnages dans l'univers de Star Wars et que cette histoire-là n'aura peut-être pas d'influence sur le reste de l'univers, ou peut-être que oui. Parce qu'il y a certains petits détails là, qui valent la peine d'être mentionnés. Donc, juste au niveau de la critique, au niveau des 2 premiers épisodes, moi, j'ai trouvé ça vraiment super le fun, super rafraîchissant. On voit énormément de nouvelles créatures extraterrestres. On voit des Jedi qui vont se battre contre des ennemis. On voit des nouveaux vaisseaux spatiaux. On voit des nouveaux droïdes. Moi, c'est vraiment venu me chercher là, sur le plan visuel, sur le plan sonore. Ça a été de A à Z là, 2 épisodes qui m'ont vraiment accroché au niveau des costumes, au niveau des props. Moi, j'ai trouvé ça cool comment avec les habits Jedi, tout, c'est tout cohérent avec la Haute République, de ce qu'on a vu dans la Haute République. Là. Ils ont un habit quand ils sont comme formels, puis là, ils ont leur autre habit quand ils sont en mission, si on peut dire. Là. Exact. Puis c'est intéressant. Ah non, c'est vrai, c'est plus loin que ça. on se reverra dans quelques semaines. Hey, ok, oui, non, c'est vrai, on peut pas rien dire, mais je vais le dire de même, là, sans aller en détail, mais il y a vraiment un Jedi qu'on voit dans l'épisode 4, c'est vraiment qui je pense qu'on voit, right? Je sais pas si tu sais qui je pense. Oui. Ouais, okay. Mais oui, ok, ben, on va le dire tout de suite, on va faire la blague maintenant pour les gens. Quand vous allez voir l'épisode 4, vous risquez de faire comme... Ouais, c'est ça. C'est lui! Et non, ce n'est pas Yoda. Donc, et probablement pas, en fait, pas juste lui. Quand j'ai pris mes notes, je pense que j'ai vu. Il y a lui qui ressort en particulier, définitivement. Sans donner mais il y en a 2 autres aussi. Ah ouais? Moi, c'est le seul que j'ai remarqué. Fait que... je te dirai qui. Tu vas voir. Puis en fait, faut que... OK. Je vais briser notre spoiler d'épisode 1-2, puis je vais aller dans l'épisode 3, juste pour aviser les fans. Quand vous allez écouter l'épisode 3, je vous invite à prendre le temps de regarder certaines choses qui se passent derrière les scènes principales. Puis surtout, il y a un moment donné où on voit comme une espèce de camper Jedi, un Winnebago Jedi. Ah ouais. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Avec l'espèce de petit auvent là, qui est levé, c'est comme on dort là à la saison. Excusez, c'était merveilleux. C'est pas un spoiler, ça amène à rien, c'est vraiment un détail d'arrière-plan. Mais je vous invite à l'observer parce que moi j'ai trouvé ça très comique. Pour revenir à épisode 1 et 2, c'est ça. On retrouve il y a notre ami là, Marc Joly-Corcoran qui me disait qu'il se posait la question, est-ce que c'est un peu comme du cinéma Wuxian, le cinéma d'arts martiaux chinois, des films qu'on voit souvent comme à Fantasia, là, avec des combats d'arts martiaux, etc., du Once Upon a Time in China, ce genre de choses-là. Comment c'est Crouching Tiger, Hidden Dragon, un peu des combats comme ça. Ouais. Il y en a, mais ce n'est pas c'est pas ça l'émission. Donc,
les combats sont vraiment bien développés, sont vraiment prenants. Puis c'est le fun de voir justement les degrés de différenciation là, entre un maître Jedi, puis un chevalier Jedi, puis etc. Puis comme quelqu'un qui est entraîné par quelqu'un d'autre à quelque part dans la galaxie. Ben, tu apporté un point parce qu'il y a plusieurs séquences de combat et il n'y a aucun duel de sabre laser. Effectivement. Il y a beaucoup de. C'est plus comme du force fu qu'ils appellent, là, du kung fu. Ouais, c'est ça. Moi, ça me faisait penser un peu à The Matrix, là. Ouais. Donc, ouais. Ben avec Carrie-Anne Moss, évidemment. Ouais, c'est ça. Ça nous fait beaucoup penser à Trinity. Carrie-Anne Moss, d'ailleurs, qui incarne la maître Jedi Indara, qui semble être stationnée quelque part dans la galaxie. Et c'est la première que l'on voit qui va être accostée par l'acolyte ou pas. On n'est pas sûr si la personne est l'acolyte ou n'est pas l'acolyte. Non, parce que ça le dit, mais ça ne dit pas si c'est elle ou si c'est l'autre. Ou si c'est l'autre, c'est ça, c'est ça. C'est complexe. La question que je me pose, j'ai pas envie de spoiler le plot twist. Le gros plot twist de la fin d'épisode 1, je crois, qui est confirmé dans l'épisode 2. Je pense que n'importe qui a vu les bandes annonces, je pense qu'il voit qu'il devrait être capable de deviner. Moi, je l'ai vu venir comme à 100 000 $. Si tu parles de ce que je pense, là. Probablement, mais je me suis posé la question quand même, puis je trouve que l'épisode 1 est bien monté pour qu'on se pose la question sur le développement de certains personnages. Donc, en résumé rapide, dans le fond, c'est que on retrouve le personnage d'Amandla Stenberg qui est accusé d'avoir tué la Jedi Indara et de par la fin du premier épisode, ben finalement, on se rend compte que c'est peut-être pas le cas. Ouais. Peut-être pas. Peut-être pas. Donc, c'est... Et je dois avouer que c'est dommage qu'on ait perdu Carrie-Anne Moss comme ça au début. Quand même, ben c'est ça, on perd le personnage d'Indara assez rapidement. Puis c'est assez surprenant de voir qu'un Jedi peut mourir comme facilement, entre guillemets, comme ça. On a vu pire qui ont survécu. Du monde qui se font transpercer par des sabres laser et qui survivent, puis elle reçoit, c'est comme un poignard qu'elle reçoit, là, puis c'est fini, là. D'ailleurs, c'est ça, c'est quand on disait qu'il n'y avait pas de combat de sabre laser, on a l'impression que le personnage d'Amandla Stenberg est en trial, j'ai envie de dire. Comme elle est comme en train de passer ses défis pour avoir son arme. Puis à toutes les fois qu'elle se bat contre des Jedi, elle essaie de prendre leur sabre laser parce qu'elle n'en a pas. Ouais, c'est ça. La seule arme qu'elle a pour combattre les Jedi, c'est des kunai. Donc, des espèces de couteaux ninja, là, pour ceux qui connaissent pas ça. Puis, si c'était pas de la présence d'innocents sur les lieux, Carrie-Anne Moss aurait probablement comme conservé le dessus. Mais malheureusement, il y avait des innocents sur les lieux et Indara, en voulant sauver les pauvres innocents sur place, ben, elle se fait tuer. Oui, c'est ça. J'ai été très surpris parce qu'on la voit partout, tu sais. On se disait, c'est une des personnages principaux de la série. Mm-hmm. Non, elle est là 5 minutes. C'est comme, OK. On la revoit dans un flashback plus loin, dans un autre épisode. Ouais. Mais je veux dire, en tant que pour l'histoire comme telle, je trouvais ça dommage. Parce que... C'est dommage qu'elle soit reléguée aux archives aussi rapidement, effectivement. Surtout, c'est surtout des gros noms comme ça, on s'attend de pouvoir les voir souvent, mais non. C'est ça, donc, principalement, c'est ça va être Lee Jung-jae, puis Amandla Stenberg qui ont les deux rôles principaux de la série. J'ai envie de dire Manny Jacinto aussi, avec le rôle de Kymir. Mais je crois que ça reste à développer. Moi puis JF, on est
on a comme deux avis divergents sur le futur du personnage. Des théories différentes. Des théories différentes. Puis quand j'ai des théories stupides, moi, ben ça, c'est fort probable que j'ai tort. Il y a deux autres personnages qu'on voit qui sont quand même assez présents. Premièrement, il y a Jackie Long, qui est jouée par Daphne Keane. Pour ceux qui ont vu Logan, c'est elle qui faisait X-23. Donc, elle, qui est la padawan de Saul. Puis l'autre, c'est Yord Fendar, c'est le nom du personnage, qui est joué par Charlie Burnett. Et je dois avouer que c'est le personnage le plus... Écoute, il m'agaçait tellement. Je sais comment, c'est Jar Jar all over. Là. Pas à ce point-là. C'est pas Jar Jar Binks dans le sens qu'il n'est pas stupide. Le problème, c'est que c'est un personnage, c'est un Jedi jock, on va dire. Ouais. C'est un Jedi qui est très imbu de lui-même. Et en tout cas, il est certain de ses capacités, mais il est comme trop certain de lui-même, trop sûr de lui. Puis ça va l'amener à faire à porter de mauvaises conclusions, d'ailleurs. Et prendre de mauvaises décisions. Mais c'est ça, donc, il y a une scène, on en parlait justement avant, qu'il est en train de vraiment tout repasser son habit Jedi. Il est comme tout à moitié nu dans le vaisseau en train de nettoyer son habit Jedi à vapeur. Puis là, il y a son maître qui rentre, puis il est comme, qu'est-ce que tu fais là? OK, on est rendu là. Okay, on part dans 5 minutes, fait que tu viens avec nous autres. Merci de me donner une chance de me... Il y a des mineurs avec nous autres, là, habille-toi. Non, mais c'est ça. Donc, est-ce que je voulais juste voir s'il y avait d'autres... il y a Jonas Suotamo qui joue Chewbacca dans les films. Oui, exactement. Qui reprend un rôle d'un Wookiee qui s'appelle Kelnaka. Kelnaka, qu'on voit plus dans les épisodes 3 et 4. Mais je pense qu'on le voit à la fin de l'épisode 2, me semble. Oui, on le voit à la fin de l'épisode 2. C'est ça. Puis, c'est ça. Ouais, c'est à peu près... C'est des personnages là, qu'on voit. Je dirais les personnages. Écoute, il faut en parler parce que... Hormis une personnage... Vernestra Rwoh. Ah oui, c'est vrai. Hein, qui est comme la personnage qui vient lier justement tous les romans de la Haute République qu'on connaît présentement, qu'on est en train encore d'apprendre à lire. Oui, on est encore en train d'apprendre à lire. Bravo, ça. On apprend à lire. Alors, A, B, C. On est encore en train de les lire et de découvrir l'histoire. Ouais. Mais donc, là, on sait clairement que Vernestra Rwoh, elle va survivre à toutes ces histoires-là. Donc, pour ceux qui avaient des bingos ou amouraient, désolé, vous aviez tort. Elle est jouée par Rebecca Anderson, qui est la conjointe de Leslie Headland, qui est la créatrice de la série. C'est... Puis d'ailleurs, un jeu sérieux pour Vernestra Rwoh, je trouve. On s'entend que dans la série de la Haute République, elle est beaucoup plus jeune. Oui. Mais quand même, là, on voit qu'elle a pris des rangs, elle a pris de l'expérience. Ben écoute, elle donne l'impression que c'est elle qui dirige le Conseil Jedi. Ça, c'est l'impression que j'ai eue dans les épisodes qu'on a vus. C'est elle qui prend les décisions. Il y a le conseil. Ouais, c'est un peu comme genre la Mace Windu du Conseil Jedi. En fait, c'est comme s'il y avait il y a le Conseil Jedi il y a le Haut Conseil Jedi avec Yoda, puis Yarel-Pouf, puis tous les amis qu'on connaît. Là. Puis t'as des conseils en dessous, là, puis elle est à la tête d'un conseil de sécurité. Ouais. D'après moi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Okay. Ouais. Puis elle, son travail, c'est de s'assurer que tout va bien au niveau de la sécurité des Jedi dans l'univers. Puis s'il y a des problèmes, à ce moment-là, elle peut les rapporter au Haut Conseil Jedi, puis là, eux autres vont pouvoir développer des choses par rapport à ça. Mais oui, effectivement, on le voit qu'elle est en charge. Là, elle a une haute position. Écoute, parlons-en un peu des Jedi. Des Jedi de cette époque-là, on s'entend qu'ils sont très endoctrinés. En tout cas, je trouvais, là, comparativement à ce qu'on voit à ce qu'on est habitué de voir, là, c'est vraiment comme une religion là, stricte.
C'est beaucoup, il y a beaucoup de bureaucratie. Tu sais, c'est comme, non, là, tu peux pas faire ça, faut que tu reviennes, on va en parler, on va prendre une décision, on va suivre ce qu'on va faire. Là, c'est vraiment là. C'est pas aventure comme genre qu'on a vu dans les films, là, mettons dans la prélogie où c'était genre Obi-Wan puis Qui-Gon ou Obi-Wan Anakin qui décide OK, on va faire ça. Puis oui, on va juste avertir le conseil en passant. Là. Non, là, c'est comme non, tu reviens sur Coruscant, on prend une décision, on va en parler, on prend une décision. Après, tu vas partir. Et c'est peut-être pas toi qui vas y aller. On va prendre une décision, puis. Donc, je trouvais que c'est beaucoup. On voit que c'est. Puis juste la façon que les Jedi parlent, il y a beaucoup dans. C'est ça, je trouvais qu'il y a beaucoup dans. C'est très endoctriné, c'est très. Ouais, très sévère. C'est ça, on voit qu'ils suivent vraiment les voies de la force. Puis il y a un développement justement de ce côté-là. Puis on voit on voit les temples qui existent là, sur plusieurs planètes différentes, dans le fond. Donc, c'est le fun de retourner sur Coruscant, mais c'est le fun de voir aussi une planète qui est dans le Outer Rim, qui a son propre temple Jedi, dans lequel résident des Jedi, puis il y a certains Jedi même qui sont, je vais dire, des résidents permanents, mais on voit qu'il y a des Jedi qui vont se promener de temple en temple. Donc, moi j'ai trouvé ça intéressant quand même au niveau à ce niveau-là. Mais oui, on voit qu'ils sont quand même, ils font partie de la communauté. Déjà, dès le début, tu as Indara avec quelques autres personnes dans une cantine, en train de manger. Puis là, ben, le personnage de The Acolyte arrive pour lui dire de se battre avec elle. Puis là, ben, les gens se mettent à rire. Puis tout ça. On voit que les Jedi font vraiment partie de la communauté dans laquelle ils vivent. Donc, ils sont pas comme juste reclus ou quoi que ce soit. C'est un peu comme la police, là, un peu, si tu veux. Là. Ça m'a fait penser un peu à ça. Comme quand la police est impliquée dans la communauté. Puis, ouais, mais j'ai envie de dire une police mieux reçue. Ouais, effectivement. Peut-être. Oui, j'avoue. Plus amical. Plus amical, ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Puis après ça, ben, quand tu regardes quand même, ben, OK, je vois ce que tu dis, comme t'as Yord avec son apprenti. Puis là, ben, il fait comme un développement quelconque. Puis là, ben, Sol, il décide de recruter Yord. Mais là, le Padawan de Yord reste au Temple Jedi pour continuer comme son apprentissage avec quelqu'un d'autre, on ne sait pas trop. D'ailleurs, une Padawan un peu qui semble être une race mixte, on va dire. Ouais. Entre un Zabrak puis c'est quoi là, la race de KB, là? Les chauves-souris, là? Ah ouais, man, je sais pas. Je suis un blanc. Une minute, on va le trouver. C'est un Chadrafan. Un Chadrafan. Fait qu'un mélange entre une Chadrafan puis un Zabrak ou une Zabrak puis un Chadrafan, on sait pas, là. Ouais. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, ça amène comme cette possibilité-là dans l'univers. Puis ça, c'est intéressant. Puis il y a d'ailleurs un développement par rapport à ça qui a lieu dans le 3e épisode, si j'ose dire, qui m'a un peu surpris, mais bon, c'est moi. Puis ouais, ben, t'as l'apprenti de Sol, que tu nommais tout à l'heure, JF. Ouais, Jake Elon. Qui, elle, est vraiment comme permission de parler librement, maître. Ouais. Mais c'est comme, c'est presque comme ça, comme tout le temps. Puis là, finalement, il finit par le dire, tu peux parler comme tu veux. C'est elle qui est comme la plus terre à terre dans tout ça. C'est elle qui est comme la plus... Qui suit le plus les règles. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, elle, son raisonnement, il y a du sens. C'est comme si c'est de même qu'on penserait pas mal tout. Il y en a d'autres qui vont aux extrêmes. Là. Puis là, elle est comme, non, peut-être qu'on devrait juste faire ça. Puis là, ils sont comme, ah oui. Ouais, c'est ça. Oui, d'ailleurs, ben, c'est d'ailleurs comme ça que l'épisode 2 va se dérouler avec
une espèce d'infiltration dans certaines parties de la planète de la planète Olega pour faire avancer l'investigation sur qui est la meurtrière de Indara. Et puis Yord qui fait comme let's go, on y va, puis il va répondre à nos questions. Puis là, elle qui fait ben non, on va juste envoyer elle par là à la place. C'est comme attends, mais c'est parce que ça fait du sens. Ouais. Et je veux qu'on revienne sur justement les deux personnages principaux, Sol, qui est joué par Lee Young-jae, et Osha. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Je veux dire, si tu as vu les deux premiers épisodes, on est spoilers. Hein? Osha et May, qui est joué par Amanda Stenberg. Écoute, Amanda Stenberg, je dois avouer. Amanda Stenberg joue des sœurs jumelles. C'est ça. Donc, elle joue deux personnages dans la série. Et j'avoue qu'elle me surpris. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais elle était très bonne. Je veux dire, les deux personnages sont totalement opposés l'un de l'autre. Elle a très bien fait ça. Puis c'est ça, Sol, moi je trouvais, pour moi, là, c'est mon personnage là, en ce moment là, de la série. J'adore ce Maître Jedi-là. Comme je disais au début, il fait passer un peu avec Qui-Gon et Obi-Wan. Même la façon qu'il se bat, il est super bon. Il a des très bonnes techniques. Il est très rapide, hein, on l'a vu. C'est dans l'épisode 2 qu'il se bat contre May. Ouais. Puis elle est toute surprise parce qu'il est déjà rendu de l'autre côté d'elle tellement qu'il a bougé vite. Là. Donc ça, c'est... Il réussit à la désarmer complètement pendant qu'elle essaye de le désarmer lui. Là, elle ne comprend pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Puis elle fait comme « Quoi? » Puis là, ben lui, justement, il lui répond, il lui dit « T'as pas pris les bonnes choses de ton apprentissage avec ton maître. » Là, tu sais. Puis c'est ça, je sais pas si tout le monde était au courant, mais Lee Jung-jae, il a appris à parler anglais juste pour le rôle. Il parlait pas anglais avant ça. Donc, ça, j'avoue que j'ai été très surpris. C'est comme, man, il y a un accent, là, quand même assez fort, mais je veux dire... Mais ça passe très bien. Il parle très bien en anglais. Là. Il parle très bien en anglais. Donc, bravo pour lui. Mais non, j'ai hâte de voir si ça s'en va. Il y a une relation entre Saul et Osha, parce que Osha, c'était la padawan de Saul avant qu'elle a quitté les Jedi d'elle-même. C'est 6 ans, je pense qu'elle avait quitté avant les événements qu'on voit. Tout ça parce qu'elle n'a pas été capable de laisser, de passer par-dessus le décès de sa famille et de sa sœur. Elle pensait que sa sœur était morte. Mais ça, c'est des événements qui se sont déroulés 16 ans avant l'événement. Donc, ce qu'on apprend dans les 2 premiers épisodes, c'est qu'il y a eu un feu énorme qui a tué toute la famille de Osha et May. Ben, même tout le monde pensait que May était mort. Qui aurait potentiellement tué May, exactement. Oui, c'est ça. Donc, on ne va pas y aller en détail, mais on apprend dans l'épisode 3, c'est là qu'on apprend plus ce qui est arrivé. On le voit, ce qui est arrivé même. Mais on ne voit pas tout. On ne voit pas tout. Comme je dis, j'ai l'impression que dans l'épisode 7, on va peut-être en voir plus. Oui, c'est ça. Non, j'aime beaucoup l'interaction entre les deux. J'aurais pensé que même Jackie Lund, qui est la padawan actuelle de Saul, elle aurait été peut-être un peu jalouse ou quoi, que Osha, de voir comment que Saul est comme super proche de Osha, c'est comme son père peut-être, c'est comme son père adoptif un peu. Il y a vraiment un attachement, là, c'est pas comme c'est pas une relation maître-apprenti de ce qu'on est habitué de voir. C'est ça. Il y a une profondeur émotionnelle reliée à ça. Puis d'ailleurs, justement, Jackie, elle le reproche à Sol, parce que Sol, il y a un holo, une photo de Osha, puis elle lui dit ça fait juste ramener de la nostalgie, puis d'autres de la sentimentalité. Puis c'est des mauvaises des émotions qu'on n'est pas censé avoir en tant que Jedi. Puis lui, Sol lui répond les souvenirs, c'est des leçons desquelles on peut apprendre.
Fait que, tu sais, c'est beau, justement, c'est là que tu as un peu, justement, le petit bout de Qui-Gon qui est comme ah oui, mais. Ouais, c'est ça. Puis après, ben, c'est ça, la fin de l'épisode 1, c'est justement une fin un peu à le fugitif, là, où on se retrouve au bord du gouffre et Osha se retourne, puis elle est mise en arrestation par Yord qui fait comme ah, on te met en état d'arrestation. Puis là, ben, elle se retourne, puis elle regarde ça, puis elle fait comme je l'ai pas fait. Puis là, elle tombe. Puis là, Sol, avec la force, va la récupérer, l'arrêter, puis la ramener. Puis contrairement à ce qu'on voit dans le fugitif, ben là, il va faire comme je te crois. Il n'y a pas de je m'en fous. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça drôle. C'était un beau petit clin d'œil à ça. Puis c'est là aussi qu'on a c'est à la fin de cet épisode-là qu'on a comme l'idéologie du côté obscur dans cette série-là, que les Jedi vivent dans un rêve qu'ils croient que tout le monde dans l'univers partage. Puis un acolyte tue sans armes, un acolyte tue le rêve. Donc on voit que là, présentement, le but, c'est pas nécessairement de tuer que les Jedi, mais c'est de tuer le rêve de la paix universelle que les Jedi propagent. Ouais, puis c'est là qu'on voit pour la première fois le gros vilain. Le méchant, le vilain, ouais. On le voit de loin, fait qu'on peut pas vraiment voir les détails. On le voit dans l'épisode 4, mais à part ça, c'est ça. Donc, c'est la première fois qu'on le voit. Une chose c'est ça, puis comme on a parlé hors d'onde, c'est si on y pense, là, c'est ça se déroule 100 ans avant l'épisode 1. On est-tu à l'époque où c'est Darth Plagueis qui est là, qui est le Sith? Premièrement, c'est-tu un Sith? On ne sait pas. Il y a un sable rouge, je veux dire, ça, on ne peut pas le cacher, on l'a vu dans les bandes annonces. Donc, ça veut-tu dire que c'est un Sith ou ça peut être les Inquisiteurs, ils ont des sables rouges, puis c'est pas des Sith pantoute, là, des sabres rouges. Donc, c'est un Dark Force user, mais est-ce que c'est Plagueis? Ouais, c'est ça. Je pense pas, là, parce que de ce qu'on connaît de la description de Plagueis, ça ne matche pas. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, ça se pourrait-tu que. Parce que l'affaire qu'il y a, c'est que, comment elle s'appelle? Leslie Headland, elle a mentionné qu'elle s'est inspirée de l'ancienne République, The Old Republic, pour sa série. Hein. Elle disait qu'elle a apporté des éléments de The Old Republic dans sa série. Et elle a mentionné indirectement Darth Bane. Donc, je pense pas que c'est lui, c'est pas dans la direction où je m'en allais. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça se peut-tu que. Est-ce que ça se peut que la règle des deux n'est pas encore en place à ce moment-là? Ouais. Avec ce qu'on entend dans l'épisode 3, j'ai envie de dire qu'il y a comme quelque chose là. Mais puis avec l'entrevue qu'on a eue avec Amanda Stenberg la semaine dernière aussi, qui nous parle de justement la règle de 2. Donc, si c'est pas encore en place, j'ai l'impression que d'ici la fin de la série, il y a des chances que ça le soit. Mais donc, oui, effectivement, c'est. Mais je pense que c'est peut-être une 50aine d'années avant Plagueis. Tu penses? Parce que, écoute, je veux dire, moi, c'est ça, la façon dont je le calculais, c'est épisode 1, Palpatine, il n'est pas jeune. Là. Non, c'est bien. Plagueis meurt 32 ans avant l'épisode 1. Donc, ça laisse on va dire, un 70 ans, là, avant. Avant Plagueis. Puis Palpatine. Avant Plagueis et Palpatine. Donc, le temps que Plagueis devienne le sombre maître qu'il est, ben. Ouais, il y a du temps. Il y a du temps. Je sais que tu en as parlé au début, l'esthétique, les effets visuels, la musique était très bonne. Ça faisait penser un peu à du John Williams. Moi, je trouvais là, que ça faisait penser un peu à ça. Mais
les designs. Il y a beaucoup de. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je ne sais pas si ça a été filmé. Ça n'a pas été filmé dans le volume, hein, ça a été filmé sur place. Moi, j'ai l'impression comme Andor. Ouais, c'est ça, ça a été vraiment. Ça file vraiment comme ça. Ouais, c'est vraiment comme filmé là, en live, puis c'est pas filmé comme sur de l'écran vert ou, non, c'est ça. Ou dans le volume. Là. Il y a beaucoup d'effets pratiques aussi qu'on a vu qu'on voit dans les 4 premiers épisodes, là, les droïdes, je pourrais dire les cascades. Parce que tu le vois, les cascades, c'est pas CGI, c'est vraiment comme c'est tout ce qui est le côté c'est fait par pratique. Des cascadeurs. Ouais, oui, effectivement, les droïdes, parce qu'on ne l'a pas mentionné, là. Oui. Pip! Ben oui, Pip Boy. Trop hot. Moi, c'est mon nouveau droïde favori. Là. Écoute, c'est comme une genre de... Je tiens à m'excuser à Floater, qui est juste par-dessus mon épaule ici, là, puis qui fait à peu près la même taille. Pip, c'est comme un... C'est comme Glitch de Bob dans Reboot. C'est un multi-outil droïde. Ouais, c'est ça. C'est comme un Monsieur Bricole droïde. Là, je sais pas. C'est comme... Il est capable de tout faire. C'est incroyable. Il est pas gros. Là, il est à peu près à la grosseur d'une calculatrice. C'est comme... Une calculatrice scientifique graphique, ouais. Là, on s'entend. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est pas une petite affaire, là, quand même. C'est gros à peu près comme un blaster, on va le dire. Là, mais c'est comme la taille du visage de quelqu'un, si on veut. C'est un outil, c'est un extincteur, c'est un soudeur. Un soudeur, ouais, il fait tout. C'est incroyable. Non, il y a lui, puis ben ouais, ça, c'est pas mal le seul droïde qu'il y a. Je sais que tu en as parlé des créatures. C'était cool de voir plusieurs nouvelles créatures aussi dans la série. Il y en a qu'on a déjà vues dans d'autres films, d'autres séries. Mais ça, c'était bien. L'autre affaire que je voulais parler, c'était... Attends, je vais juste voir. Je vois-tu d'autres choses? Non, c'est pas mal ça. Comme je disais, tu sais, au début, je disais j'ai moins aimé le premier épisode, puis je pense que c'est pas le fait que c'est lent. Je pense que c'est plus le fait que le punch, si on peut dire, là, que Osha et May, c'est des sœurs jumelles. Je sais pas, tu le vois venir comme... Puis c'est peut-être voulu, là. Je pense pas que c'était fait pour essayer de deviner c'est qui. Ouais. Mais puis le fait que, tu sais, on perd Carrie-Anne Moss dans les 5 premières minutes, j'étais comme, oh, OK. Ben, le fait qu'on perd Carrie-Anne Moss, ça donne du sérieux à la série. Ouais. Un peu comme ils ont voulu donner du sérieux en tuant Han Solo dans les sequels. Puis ça, je trouve que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Le fait que, comme tu dis, on la revoit plus tard dans des flashbacks, ça rajoute au personnage, ça tue pas le personnage nécessairement. Donc, il y a moyen d'aller... il va y avoir moyen d'aller chercher comme plus d'informations sur ce personnage-là plus tard. Puis d'ailleurs, ça va être le cas pour, je pense, c'est Kel Naka, qui va avoir un one-shot de Marvel. Ouais. Donc, qui est le Jedi... le Jedi Wookiee qu'on voit à la fin de l'épisode 2. Donc, est-ce que ça se peut qu'il fasse aussi d'autres one-shots sur les autres Jedi de cette série-là, / cette saison temporelle-là. Puis, après, moi, je trouve que c'est bien apporté, l'histoire de la dualité là, des sœurs jumelles dans le premier épisode. Puis que au début, tu as un doute. Parce que ça commence avec May qui va tuer Indara. On a le titre. Puis là, tu as Osha qui se réveille à bord d'un vaisseau de la Fédération du commerce. Puis il y a son coéquipier qui fait comme « Hey, t'étais où hier soir? » Puis là, elle dit « J'ai pas besoin de te dire qu'est-ce que je fais pendant mes journées de congé. » Puis là, tu fais comme « Ben, ça se peut que ça soit elle. » Puis là, ben, ils vont faire une réparation. Il y a des Jedi qui sortent de nulle part. Les Jedi viennent l'arrêter pour le meurtre d'Indara, parce qu'elle a été identifiée par un des témoins qui était dans la cantine à ce moment-là.
Et là, elle est tout simplement transférée dans un transport de prisonniers au lieu d'être escortée par les Jedi sur Coruscant. Ce qui est quand même assez, j'ai envie de dire, libertin de la part des Jedi. Là. Si tu as quelqu'un qui est capable de tuer un Jedi, tu vas le garder sous clé puis tu vas garder les yeux dessus comme tout le long. OK, tu viens nous autres? OK, c'est correct. Non, tu gardes tes armes, tout, pas de problème. C'est ça. Mais là, c'est ça, c'est justement comme toute sa propriété est transférée avec elle dans le vaisseau de transport. Puis les prisonniers décident de hacker le vaisseau pour s'échapper. Et elle va finir par, contre toute attente, survivre à l'écrasement du vaisseau de transport suite à l'escapade des autres prisonniers. Et puis, c'est là qu'on voit justement comme le développement au niveau de l'histoire entre elle puis sa sœur un peu. Et qu'on apprend que oui, effectivement, ben, elle est sœur jumelle de quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est quand même intéressant, je trouve, comme développement. Puis, j'aime bien la petite rime aussi, là, c'est je suis avec toi, tu es avec moi, toujours unique, toujours ensemble, mais nés en tant que deux. Autant que les étoiles restent assises dans le ciel et que l'océan reste couché sous nous, je te garde toi et toi, tu me gardes moi. Moi, je te donne toi, toi, tu me donnes moi. C'est comme, il y a quand même de la bonne écriture qui est faite au niveau des personnages, je trouve, au niveau de la profondeur des personnages. Puis c'est ça que j'aime vraiment beaucoup de cette série-là, JF, c'est la profondeur des personnages. Parce qu'on perçoit une profondeur émotionnelle à chaque personnage, puis on va dedans aussi. On reste pas juste en surface. Puis tu parlais justement de la jalousie de Jackie. Sans qu'on le ressente puissamment, on voit à un moment donné où elle est dans le vaisseau des Jedi, puis elle est en train d'essayer de faire quelque chose, puis ça marche pas. Puis là, ben, Osha se réveille, puis elle se retourne, puis elle lui dit, tu devrais essayer de faire ça. Puis là, elle a comme un petit moment de ah, ben oui, hein, toi, t'es meilleur que moi. Hein? Puis là, elle le fait, puis ça marche, puis elle est comme merci. Je pense que tu as un bon point sur le fait. Toi, tu parles de la profondeur des personnages. Moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est comment c'est écrit différemment de ce qu'on est habitué de Star Wars. De Star Wars, on est habitué que c'est pas, on s'entend, là, c'est pas du... OK, attends. On va répondre à ta question tout de suite, JF. Vas-y fort. Star Wars, présentement, on est habitué que c'est des fanfictions de Filoniverse. Puis là, ben, c'est un fanfiction de Headlandverse. Puis le Headlandverse est beaucoup meilleur que le Filoniverse. Non, mais tu le vois de même, mais moi, je vois plus, tu sais, comme... Ouais, ben, en tout cas, j'ai trouvé que c'était très, très différent. D'ailleurs, les 2 premiers épisodes sont réalisés par Leslie Headland. Elle a écrit le premier épisode et le deuxième est écrit par Jason McAuliffe et Charmaine DeGrate. Je sais pas, je l'ai prononcé comme il faut, désolé. Mais ouais, non, le style est très différent. Mais, écoute, il y a 2 affaires que j'ai trouvé vraiment weird, OK? Le deuxième épisode, lorsque May veut rentrer dans le temple Jedi qui est sur... excusez, j'ai pas écrit le nom de la planète, mais c'est pas Coruscant, c'est un temple Jedi qui se retrouve sur une autre planète. Elle paye une jeune pour faire sortir le droïde de sécurité qu'on voit dans les... qu'on est habitué de voir, là, un droïde, la tête qui sort. Elle hack le droïde, puis c'est ça qui fait qu'elle peut rentrer dans le temple, elle ouvre la porte. Elle croise quelqu'un en marchant dans le temple Jedi. Personne ne sait comme, hey, t'es qui, toi? Non. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Elle arrive, puis elle veut voir Master Torbin. Master Torbin, qui d'ailleurs qui est joué par Dean Charles Chapman, qui est l'acteur qui fait Tommen Baratheon dans Games of Thrones. Okay. Qui était le frère de... Comment il s'appelait, celui que tout le monde haïssait, là? Le roi, là, je me souviens plus de son nom. Jeffrey. Mais lui, là,
Jeffrey, merci. Donc, elle rentre dans la salle où lui, il est en méditation. Puis écoute, c'est une méditation féroce qu'il fait. Là. Il y a un shield, il y a comme un bouclier de la force autour de lui qui est impénétrable. Là. Mais là, il y a des Jedi, tout d'un coup, tu entends « Oh, il y a un intrus qui est rentré dans le temple. » Là, c'est comme « Qui l'a vu? » Parce que le monde l'a croisé, ils n'ont rien dit. Mais là, elle sort par le trou qu'il y a dans le toit. Tu sais, il est dans une salle où le toit est ouvert. Puis elle sort par là. Elle avait juste à rentrer par là. Je comprends pas pourquoi qu'elle... Peut-être parce qu'elle savait pas où il était. Oui, non, c'est ça. Mais j'ai juste trouvé ça parce que quand elle revient, elle le sait, puis elle rentre par le toit. Tu sais, c'est comme tout ça. Mais moi, c'est quand elle a croisé l'autre... C'est quand le Jedi l'a croisé, puis là, il n'y a aucun questionnement. C'est comme, il n'y en a pas de problème. Ben moi aussi j'ai fait cette remarque-là quand ça arrive dans l'émission. Mais un petit peu plus tard, justement, le maître Jedi du temple dit qu'il y a quelqu'un qui l'a remarqué puis qui est allé le voir puis qui a dit il y a un intrus dans le temple. Donc, non, elle a été remarquée. C'est juste que l'autre Jedi a comme pas fait un. Ben ouais, c'est comme Tiki, toi, là. Tu fais quoi? Tu sais, je sais pas, quelqu'un rentre chez nous, moi, je vais faire Tiki, toi, là. Tu sais, je vais pas faire. T'sas, pas de problème, on va se parler plus tard. Surtout quelqu'un rentre chez toi avec la face à moitié cachée. Ouais, c'est ça. Tu sais, qui est comme tout ninja, là. C'est comme, oh, pas de problème, là. C'est, ouais, en tout cas, j'ai trouvé ça drôle. Ça, puis l'autre affaire, mais c'est ça. Là, je parle de quand j'ai vu l'épisode 2. Quand tu vois les autres épisodes, après, tu comprends un peu plus que c'est un style artistique. Mm-hmm. Mais quand ils font May puis Osha, quand ils sont jeunes, c'est pas des jumelles. Les filles sont pas pareilles. C'est pas la même actrice ou ils n'ont pas pris des vraies jumelles ou quoi que ce soit. Elles sont totalement différentes. Là. Ils se ressemblent même pas. Puis là, j'étais comme, OK, mais c'est même pas des jumelles, ils se ressemblent pas pantoute. Mais là, après ça, quand tu vois l'épisode 3 quand tu vois l'épisode 4, moi, en tout cas, c'est peut-être mon interprétation. Là, j'ai fait que, OK, je pense que c'est un style artistique pour que tu saches, OK, elle, c'est Osha, puis elle, c'est May. Tu sais, pour pas que si c'était vraiment des jumelles, t'aurais peut-être plus, parce qu'ils sont habillés pareil tout le temps, là. Ouais. T'aurais peut-être plus de difficultés à les différencier. Mais du coup, j'étais comme, OK, c'est des jumelles, mais ça ressemble pas. En tout cas. Mais c'est là qu'on comprend justement, c'est ça que j'aime beaucoup de l'épisode 3, parce que c'est là qu'on comprend la divergence des chemins qui ont été pris par chacune des sœurs dans leur jeunesse. Puis que cette... c'est ça que j'aime aussi dans de la profondeur, quand je parle de la profondeur, c'est que on comprend que Osha avait une envie, déjà étant jeune, de devenir Jedi, et non pas d'appartenir à un couvent de sorcières utilisant la force et ou ce qu'ils utilisent. Alors que justement, mais elle est vraiment dévouée au couvent, puis elle veut faire tout ce qu'elle fait là, pour le couvent, puis pour voyons, tu dis sisterhood en français. Là. Ouais. Donc, c'est là que tu vois comme la divergence entre les deux. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant là, de voir la façon dont ce chemin-là se développe à travers la série. Ouais. Donc, ouais, c'est les notes que j'avais pour les 2 premiers épisodes. J'aimerais ça parler des 2 autres, mais on va attendre. Oui, on va attendre. La chose que j'aime bien dans l'épisode 2, c'est l'introduction de Chimere, qui est le personnage joué par Manny Jacinto. Chose que j'ai remarqué, c'est que je crois que c'est un personnage qui a peut-être un plus gros rôle qu'on pense dans l'histoire. Oui. Puis une des choses qui me fait dire ça, c'est que justement à la fin de l'épisode 2, il y a plusieurs développements de l'histoire, puis justement, May elle essaie de se sauver de la planète Olega et de se sauver de la ville, puis là, ben, elle se fait comme attraper, mais sa sœur la laisse partir. Puis juste après ça, ben, ce qu'on voit juste avant la fin, c'est ça, c'est May qui va essayer de semi-tuer Chimere, qui est son fournisseur, qui est en contact avec son maître aussi. Donc, ça, c'est comme, déjà là, ça nous fait nous poser quelques questions. Et qui semble avoir beaucoup de philosophie sur différents points, sur les Jedi, des grandes choses.
Puis c'est vraiment drôle de voir la relation entre les deux. Puis lors de ce combat-là, ben, Kymir va prendre le dessus. Donc, c'est là que j'ai comme fait, mais Kymir est déjà, tu sais, comme il semble être plus puissant au niveau combat qu'elle. Donc, il y a peut-être quelque chose là. Je vous laisse faire votre propre idée quand vous écouterez les émissions. Et c'est en parlant avec Kymir qu'on apprend qu'elle veut tuer 4 Jedi en tout et partout. Donc, c'est Indara, Torbin, le Wookiee Kelnaka et Sol. Donc, c'est les 4 Jedi envers lesquels elle veut prendre sa revanche pour avoir tué sa sœur et le couvent de sorcières. Et tu parlais justement de la fin de l'épisode 2, et tu vois, ça m'a fait penser ça aussi, j'ai trouvé ça étrange. Tu sais, sa sœur la laisse partir. Mais je sais pas si elle la laisse partir ou c'est juste elle s'est pas tirée. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est plus qu'elle la laisse partir. Ouais, sa sœur, à part. Mm-hmm. Tu sais, il faut qu'elle se sauve, là, parce que les Jedi sont après elle. Mais non, elle se sauve pas. Elle revient exactement où ce qu'elle était le lendemain matin. Puis les Jedi la cherchent, là. Puis elle voit en plus, parce que là, t'entends un des Jedi qui dit, ils sont en train de l'observer. Puis là, comme tu dis, elle parle avec Kymir. Puis là, Kymir dit, OK, vite, on va s'en aller. Tout. Puis là, t'entends un des Jedi qui dit, oh non, on vient de la perdre. C'est comme, pourquoi t'es retourné là? Puis pourquoi que, tu sais, une fois qu'ils l'ont vu, ils n'ont pas dit on va l'arrêter? Ben, c'est pas elle, en fait. Ils surveillaient Kymir, puis c'est Kymir qu'ils ont perdu de vue. Ah, c'est ça? OK. Ouais, c'est Kymir qu'ils ont perdu de vue. Puis là, il dit, oh non, on a perdu Kymir de vue. Puis là, il fait, ouais, viens-t'en, on s'en va. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça weird qu'elle revienne. Tu sais, j'étais comme, t'es poursuivi par les Jedi, sauve-toi. Non, elle revient. Ben, elle revient parce qu'elle veut le punir d'avoir parlé aux Jedi. Puis d'avoir dit comme tout qu'est-ce qu'il a dit. Mais c'est drôle de voir justement comment est-ce que ça se déroule, puis à quel point Kymir va jouer dans le jeu d'Osha pour que finalement il s'approche d'elle puis il fasse comme c'est fou à quel point tu ressembles à ta sœur. Ouais. Puis c'est comme what? Y avait-tu autre chose? Moi, j'ai pas d'autre chose. Je sais pas si toi, tu avais autre chose, tu l'as mentionné. Pas tant. Puis l'épisode se termine, le deuxième épisode se termine sur Kofar, une autre planète, où justement des vauriens, des scavengers, ils essaient de récupérer des pièces d'un vieux vaisseau, mais ils sont interrompus par un Jedi Wookiee. Qui est joué par Jonas Suatos. Qui se promène tout nu dans le bois, en plus, en passant. Hein? Comme un Sasquatch, tu parles. Oui, exactement. Ouais. Et c'est là qu'on le voit après ça dans les autres épisodes 3 et 4. Non, c'est ça. Comme je disais, de même, séparer. Comme, si ça avait été juste les 2 premiers épisodes, j'aurais fait comme, OK, je veux voir un peu plus. Un peu comme Andor. Tu sais, Andor, on avait vu, nous, les 3 premiers épisodes, je pense. Les 3 premiers, mais quand Disney Plus s'est diffusé, il a diffusé juste les 2 premiers. Puis, tu sais, c'est à partir du 3e là, que les choses commencent à se mettre en place. Il y a beaucoup de mise en place dans les 2 premiers épisodes de Acolyte. Et tout comme Andor, c'est à partir de l'épisode 3-4 là, que ça part. Comme l'épisode 3, ça l'explique. Puis l'épisode 4, là, c'est le côté aventure. Là, C'est ça qui embarque. Une chose est certaine, l'épisode 5 va se faire attendre. Oui. Oui, parce que là, vu qu'on nous autres, on a vu les 4 premiers, l'épisode 5, c'est seulement le 25 juin. Donc, on a 2 semaines à attendre, 2-3 semaines. Donc, c'est ça. Mais bon, écoutez, vous allez le voir, l'épisode, vous allez pouvoir juger par vous-même. J'espère que vous allez l'apprécier. Comme je disais, c'est une série, on l'a dit, c'est une série qui est différente, qui sent différent, et je pense que c'est tout à son avantage. Surtout que ça se déroule dans une époque qui n'a pas été touchée encore dans les films ou dans les séries. Donc, attendez-vous pas à voir des Mandalorian, des choses comme ça. Il n'y en a pas. Du moins, pour le moment. J'ai même envie de dire que c'est rafraîchissant. Comme ça. Oui, absolument. Absolument. Alors, écoutez, c'est là-dessus que nous allons terminer l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme je disais, si vous avez des commentaires, une fois que vous avez vu l'épisode, vous pouvez les laisser sur notre page YouTube, sur Facebook, X, Instagram.
On rappelle pour YouTube de vous abonner, la cloche, le pouce et partager nos épisodes pour faire croître notre communauté. On rappelle que la nouvelle page Facebook et Instagram de Star Wars en direct, on dit nouveau, mais ça fait quoi, pas loin d'un an. Là. Et on est aussi sur Blue Sky, donc vous pouvez nous retrouver sur Blue Sky. Les prochains épisodes, il va y avoir la semaine prochaine l'épisode 3 de Acolyte qui va être fait par notre équipe française. Je sais que nous, on va faire un épisode sur Tales of the Jedi. Je sais que ça fait comme 2 ans qu'on l'annonce, mais on va le faire. On est encore en train de développer ça. Là. On vous promet que ça va arriver. Oui, ça devrait arriver cet été. Ça devrait arriver cet été. Là, ça s'en vient. Donc, c'est ça. Alors, continuez à nous écouter et regardez les prochains épisodes pour voir nos critiques des Acolytes. Et donc, de la part de Sébastien moi-même, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.